Chapitre 19 La sexualité et les valeurs humaines. Le caractère qui atteste principalement le fondement métaphysique caché dans tout amour humain, ayant suffisamment d'intensité, c'est sa transcendance. Transcendance par rapport à l'être individuel. Transcendance par rapport à ses valeurs, à ses normes, à ses intérêts ordinaires, à ses liens les plus intimes, et dans le cas limite, par rapport à son bien-être, à sa tranquillité, à son bonheur et même à son existence physique. On ne peut trouver l'entier, l'inconditionné, qu'au-delà de la vie d'un moi enfermé à l'intérieur des limites de la personne empirique, physique, pratique, morale ou intellectuelle. Ainsi, en règle générale, seul ce qui transporte hors de cette vie et de ce moi, qui provoque une crise, qui induit en eux une force plus grande, qui en déplace le centre au-delà de ce qu'ils sont, quand bien même cela se produirait-il, si nécessaire de manière problématique, catastrophique ou destructrice, cela seul peut éventuellement ouvrir la voie vers une région supérieure. Or, le fait est que dans l'existence courante, il y a peu d'États qui réalisent, comme ceux conditionnés par l'amour et la sexualité chez les êtres humains, un certain degré de cette condition de transcendance. Il serait vraiment redondant de souligner tout le rôle que l'amour, sujet éternel et inépuisable de l'art et de la littérature, a pu jouer dans l'histoire de l'humanité, dans la vie individuelle et collective. Favorisant l'élévation et l'héroïsme aussi bien que l'ignominie, l'abjection, le crime et la trahison. S'il fallait vraiment voir dans l'amour sexuel une pulsion génétiquement liée à l'animalité, alors à considérer tout cela, il faudrait conclure que l'homme se trouve sur un plan bien plus bas que celui de n'importe quelle espèce naturelle, puisqu'il a permis à l'amour, au sexe et à la femme d'intoxiquer et de dominer non seulement son être physique, mais aussi, et surtout, le domaine de ses facultés les plus hautes, au point d'étendre et de renforcer démesurément la sphère de cette invasion, bien au-delà de celle propre à un quelconque instinct. En revanche, si l'on suit l'interprétation métaphysique du sexe, tous ces phénomènes se présentent sous un autre éclairage, et le jugement qu'il faut porter sur eux est différent. La tyrannie de l'amour et du sexe, et de tout ce qui, dans l'éros, est capable de bouleverser, de dépasser, de subordonner tout autre facteur, au lieu d'exprimer dans l'existence humaine une déchéance extrême et une indéracinable démonie, devient le signe du caractère irrépressible chez l'homme du désir de se porter de quelque façon que ce soit au-delà de la finitude de l'individu. Même si la biologie ne peut pas ne pas mettre sur le même plan la fonction de nutrition et la fonction de reproduction, étant admis qu'elle voudrait considérer la première comme fondamentale, puisque l'homme peut vivre sans copuler, mais ne peut pas vivre sans se nourrir, la différence absolue de niveau existant entre l'une et l'autre est évidente. La fonction nutritive ne peut impliquer tout l'individu que dans des cas limites, mais cette fonction est privée de toute contrepartie psychique. On ne trouve rien dans des conditions sociales normales et tout au long de l'histoire qui correspondent pour la nutrition au rôle joué par la fonction sexuelle dans la vie individuelle et collective, à l'influence profonde et plurielle exercée par celle-ci sur le plan émotionnel, moral, intellectuel et souvent aussi spirituel. En règle générale, il n'y a pas chez l'homme d'autres besoins qui, parce qu'ils touchent les profondeurs de l'être comme le besoin érotico-sexuel, se limitent à la simple satisfaction, mais jouent le rôle d'un complexe qui développe aussi son influence avant, après et hors de cette satisfaction. Il serait banal de s'arrêter sur les conséquences sociales du pouvoir transcendant de l'amour. Ce pouvoir peut violer les limites de la caste et de la tradition. Il peut changer en ennemi des personnes appartenant au même sang et partageant les mêmes idées, éloigner les enfants des parents, détruire les liens fixés par les institutions les plus sacrées. Comme le confirme l'histoire jusqu'à des cas récents qui se sont vérifiés chez les Habsbourg et dans la maison d'Angleterre, le Ferdinand shakespearien, qui se déclare prêt pour l'amour de Miranda, à renoncer à sa dignité de roi et qui se dit heureux d'être le serviteur de Prospero, est un thème qui excède largement la littérature et qui dépasse les princes romantiques d'opérette. On
peut rappeler que le motif de la création de l'anglicanisme contre Rome fut constitué par le problème sexuel de Henri VIII et que la sexualité de Luther, incapable de supporter la discipline monastique, joue un rôle non négligeable dans la naissance de la Réforme. Confucius a relevé qu'on n'a jamais fait autant pour la justice que pour les sourires d'une femme. Et Leopardi, dans Il primo amor, reconnaît à l'Éros le pouvoir de rendre vain tout but, toute étude et même l'amour de la gloire et de faire mépriser tout autre plaisir. Le mythe classique, de son côté, montre Paris préférée, sous l'influence d'Aphrodite, la femme la plus belle à la science suprême que lui propose Athéna Minerve, et à l'empire de l'Asie et à la richesse que lui promet Héra Junon. Ouvrez les guillemets. Un seul de tes regards, une seule de tes paroles m'accorde plus de joie, ô jeune fille, que le savoir universel. Fermez les guillemets. Affirmation de Le Faust de Goethe. Et l'Antiquité nous renvoie encore l'écho de la déconcertante question de Minerve, qui veut savoir s'il y a en principe vie et jouissance sans l'Aphrodite d'or, si la vie mérite encore son nom en l'absence de la déesse. La sexologie confirme tout cela, elle qui reconnaît que l'amour en tant que passion déchaînée est comme un volcan qui brûle et consume tout. C'est un abîme qui engloutit honneur, fortune et salut. Dans le domaine proprement psychologique, on peut mettre en lumière des effets également positifs de l'amour. Platon déjà remarquait que celui qui a eu un comportement vil ou qui est l'auteur d'un acte abject n'a jamais aussi honte que lorsqu'il se trouve devant l'être qu'il aime. Nous citons « Il n'y a pas d'homme assez lâche pour ne pas être sous l'influence d'amour lui-même, divinement possédé d'une poussée de vaillance, au point d'être ainsi pareil à celui qui est naturellement le plus brave. La fougue qu'insuffle à quelques-uns des héros la divinité, voilà ce qu'aux amants procure amour et dont il est le principe. » Fin de citation. Et l'on peut associer à tout cela le rôle, exagéré par la littérature romantique, qu'exerce l'amour pour pousser à de grandes œuvres et à des actions sublimes. Si ouvrez les guillemets, il n'y a rien que je ne ferai pour toi, fermez les guillemets, est un banal lieu commun du langage des amants, on rencontre dans la même direction les faits réels des mœurs de la chevalerie médiévale, en vertu desquels l'homme mettait volontiers sa vie en danger pour la femme dans des combats ou des entreprises risquées, faisant d'elle le centre de cristallisation de sa gloire et de son honneur. Naturellement, il faut ici distinguer entre ce qui est accompli comme simple moyen subordonné, afin de posséder une femme dont on était pris, et tout ce qui, en fait de dispositions positives, de dépassement de soi, d'enthousiasme, n'a trouvé dans la femme et l'expérience érotique que de simples moyens propitiateurs. Seul le deuxième cas entre vraiment en question ici. Mais plus intéressant en tant que signe d'un pouvoir qui brise l'individu sont les effets négatifs d'une passion, ces aspects relevant d'une transcendance qui n'épargne pas la personnalité morale et qui en renverse les valeurs les plus essentielles. On peut faire appel une fois de plus à Platon qui souligne que l'amant en arrive à accepter d'être esclave, à subir un esclavage tel qu'il ne serait même pas acceptable pour un véritable esclave, et ne se sent pas méprisable quand il se livre à une adulation que même le tyran le plus déchu ne réclamerait pas. Ouvrez les guillemets. Que, en effet, avec l'intention soit de recevoir de quelqu'un de l'argent, soit d'être investi d'une magistrature ou d'une autre fonction, on consent à faire ce que précisément font les amants vers leurs amours, à l'encontre de pareils agissements, on se heurterait à l'opposition et de ses amis et de ses ennemis. Fermez les guillemets. Dans l'éthique des peuples ariens, il n'y avait pas de vertu aussi honorée que la vérité, et rien n'inspirait autant d'horreur que le mensonge. Pourtant, dans la morale indo-arienne, le mensonge fut admis dans le but de sauver une vie humaine, mais également en amour. Dans ce domaine, le critère même de la fairness disparaît, et avec lui toute espèce de respect de soi, puisqu'on a pu énoncer le principe « All is fair in love and war ». Le serment même cesse d'être sacré. Ouvrez les guillemets.
Quand il jure, l'amant est le seul à qui les dieux pardonnent de transgresser ses serments. Fermez les guillemets, disait Platon. Et Ovide de confirmer, Jupiter du haut du ciel s'amuse des parjures des amants et veut qu'ils restent sans effet, emportés par l'azur et le vent. Vertu devient la fraude et violer avec elle les femmes la foi jurée, de honte ne mérite pas le nom. Fermez les guillemets. La conséquence qu'il faut tirer de tout cela, c'est qu'on attend de l'amour quelque chose d'absolu. On n'hésite donc pas à accorder à ses fins la prépondérance sur la vertu et à se placer effectivement au-delà du bien et du mal. Si le sens ultime du désir qui pousse l'homme vers la femme est celui dont nous avons déjà parlé, à savoir le besoin d'être au sens transcendant, alors ce que nous venons de relever et que la vie de tous les jours nous montre apparaît à coup sûr compréhensible. Il apparaît aussi compréhensible que dans les cas limites, ceux où ce sens ultime est obscurément vécu parallèlement à une intensité particulière de la force élémentaire de l'éros, l'individu puisse être poussé, lorsque le désir ne trouve pas satisfaction, au suicide, au meurtre ou à la folie. Le mirage que l'amour profane lui-même offre comme reflet ou pressentiment de ce que l'éros peut donner lorsqu'il passe à un plan supérieur, la félicité suprême attribuée à l'union avec un certain individu de sexe opposé, est telle que si elle est niée ou brisée, c'est la vie elle-même qui perd tout attrait, qui devient vide et privée de sens, le dégoût pouvant mener certains à abréger leur existence. Cela explique pourquoi la perte de l'aimé, due à sa mort ou à son infidélité, peut être la plus grande des souffrances. C'est Schopenhauer qui, mieux que tout autre, a su mettre cela en relief. Mais autant est exacte sa constatation d'un mobile et d'une valeur qui, dans l'amour, mène absolument au-delà de l'individu, autant est absurde et mythique sa référence à la toute-puissance de l'espèce, son incapacité de voir dans n'importe quel cas de ce genre l'effet tragique d'une illusion. La contribution positive de Schopenhauer tient au fait qu'il a indiqué que si les souffrances de l'amour trahi ou brisé dépassent toutes les autres, c'est parce qu'elles reposent sur un élément non empirique et psychologique, mais transcendantal. Dans certains cas, ce n'est pas l'individu dans sa finitude qui est frappé, mais ce qu'il recèle d'essentiel et d'éternel. Non l'espèce en lui, mais son noyau le plus profond, son besoin absolu d'être et de confirmation, besoin allumé par l'éros et par la magie de la femme. D'autres cas sont également intéressants dans le même ordre d'idées. Ceux où l'amour sexuel non seulement n'est pas associé à des affinités de tempérament et à des inclinations intellectuelles communes, mais peut durer et même se réaffirmer parallèlement au mépris et à la haine exprimés par l'individu empirique. Il existe effectivement des situations pour lesquelles vaut cette définition de l'amour donnée par un personnage de Bourget. Ouvrez les guillemets. Et c'est ça l'amour, une haine féroce entre deux accouplements. Fermez les guillemets. Le facteur haine dans l'amour réclamera une considération à part, parce qu'il peut avoir une signification plus profonde, non existentielle mais métaphysique, ainsi que nous le verrons au chapitre suivant. D'un autre côté, pourtant, il peut être considéré intégré dans l'ensemble des phénomènes de transcendance qui, en rapport avec ce que nous avons dit sur les trois plans possibles de manifestation de l'éros dans l'être humain, se vérifient principalement lorsque la force de la strate élémentaire l'emporte sur les conditionnements propres aux deux autres strates moins profondes, donc sur les conditionnements propres non seulement à l'individu social et à ses valeurs, mais aussi à l'individu envisagé sous l'angle de sa préformation, de sa nature propre, de son caractère. Il s'agit alors d'un désir absolu, contre lequel même la haine et le mépris envers l'être aimé ne peuvent rien. De tels cas précisément doivent valoir pour nous comme preuve réactive. Il nous parle de ce qu'il y a de vraiment fondamental dans l'éros, mais lorsqu'on est en présence de cas autres, les cas où il n'y a pas d'opposition ni d'hétérogénéité humaine remarquable entre les deux personnes, ceux par conséquent où le magnétisme élémentaire peut s'allumer dans un climat dépourvu de grandes tensions.